fait, j'avais un cancer. Je me dis, mais Marie, on le savait. Je me faisais toujours passer après les autres. Ma sœur enceinte, je me suis dit, je verrai pas son enfant. Je n'exprimais jamais mes émotions. La certitude que je vais rebondir quoi qu'il arrive. Bienvenue sur Quand revient le printemps, le podcast qui donne la parole à celles et ceux touchés par le cancer pour qu'ils nous partagent à travers leur histoire ce qu'ils ont fait pour aller mieux. Je m'appelle Camille, j'ai moi-même été diagnostiquée d'un cancer et je suis depuis en rémission. À chaque étape de cette épreuve, je me suis posé des questions sur comment me reconstruire, sur la complexité des émotions que je pouvais ressentir, sans forcément trouver de réponse. En gros, retourner à la vie d'avant, alors que justement, plus rien n'est comme avant. Et puis je me suis rendu compte que c'était le parcours de beaucoup d'autres patients et que partager tout ça, c'était aussi la clé. Dans ce podcast, vous trouverez des conseils, des trucs et astuces, des ressources, des témoignages émouvants de personnes qui en ont fait une priorité, faire revenir le printemps. Dans ce deuxième épisode, j'accueille Marie, qui vient nous raconter son parcours depuis son diagnostic il y a 4 ans d'un cancer rare, une tumeur neuro-endocrine ou TNE. Marie est une battante, une éternelle optimiste, au point qu'elle réalise quelques semaines après tout le monde que ce qu'elle affronte est un cancer. Les premières échéances médicales déclenchent de grands changements. Elle quitte son job, sa relation amoureuse se termine, alors quand tout vacille, comment s'appuyer sur ses piliers et comment aller de l'avant en redonnant du sens à sa vie. Marie s'est plongée dans le grand voyage qu'est la découverte et l'amour de soi. Bilan de compétences, coaching, logothérapie, reiki, biodécodage, ce sont autant de thérapies que de cordes à son arc pour apprendre à se connaître et se reconstruire. Elle nous raconte comment le cancer ne l'a pas seulement changé, mais il l'a augmenté. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que la conversation vous inspirera autant que moi. Hello Marie. Salut Camille. Merci beaucoup d'être sur le podcast Quand revient le printemps. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Merci infiniment d'avoir accepté de venir nous raconter un peu ton parcours et ton histoire. J'ai super hâte de le partager ici. Je sais que tu as testé plein de choses, que tu as trouvé plein de ressources et c'est hyper intéressant de partager et d'écouter un peu ce genre d'histoire. Donc je suis ravie que tu sois à ce micro. Merci de m'avoir conviée. Je suis ravie aussi. C'est une première pour moi. Ça va être super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière que tu le souhaites? On va parler de plein de choses, de l'avant, du pendant, du mi-après. Mais commence par où tu veux. Je suis super contente, encore une fois, de t'avoir. Eh bien, écoute, merci Camille. Moi, donc, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans. Je vis à Paris, je vis en couple avec Vincent depuis bientôt 4 ans. On n'a pas encore d'enfant. Je dis pas encore parce que ça pourrait être un projet. Je travaille dans une entreprise sociale qui accompagne des travailleurs en situation de handicap à développer leurs projets professionnels. Et pour finir, eh bien, j'ajouterais que je vis avec un cancer depuis 4 ans. Et alors la date d'aujourd'hui est assez symbolique puisqu'il y a 4 ans, le 11 septembre 2020, j'étais à la Pitié-Salpêtrière et on m'enlevait une tumeur près du pancréas de 8 cm. Et donc l'opération s'est très bien passée, mais il y a eu du mouvement depuis 4 ans. Donc je suis assez émue d'être là puisque ça fait... c'est un super signe. Ouais, je suis toujours là et 4 ans après et même heureuse avec le cancer. Super. Alors, on va se replonger dans cette aventure et notamment donc ce 11 septembre. Comment t'es arrivée au 11 septembre 2020 Est-ce que, avant de rentrer dans ce sujet, tu peux nous parler un petit peu de toi d'avant? Quels étaient tes moteurs, tes envies, ta vie d'avant? Alors, ma vie d'avant. Tu vois, c'est drôle parce que ce qui me vient mais directement, c'est le travail. J'avais une dévotion excessive pour le travail, beaucoup de stress. J'avais des choses à prouver, je crois, à moi-même et puis aux autres. C'était ta priorité, quoi. C'était ma priorité, exactement. J'avais du mal à trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie pro. Comment dire, le concept de l'amour de soi, l'estime de soi, c'était quelque chose qui était très lointain.
qui était très très loin devant moi. Pour faire simple, je m'aimais pas. Et c'était compliqué aussi dans mes relations sentimentales. Je voulais me faire apprécier, je voulais me faire aimer. Donc, je me faisais toujours passer après les autres. Voilà, ça, c'était mon fonctionnement. Je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas chez moi. J'avais tenté d'aller voir des psys, des thérapeutes, mais à chaque fois, j'avais l'impression de faire le tour très rapidement, de n'avoir rien à dire. Tu te préoccupais quand même un peu de ta santé mentale, physique ? Ouais, de ma santé mentale, oui, surtout. Alors j'allais souvent chez le médecin parce que je tombais souvent malade, des rhumes, des angines, des rhinos, etc. Et j'avais ce côté un peu hypocondriaque. Donc ouais, je faisais du sport aussi, beaucoup, je nageais beaucoup, en dehors de mes heures de travail, donc il restait pas grand-chose, mais voilà. J'avais extrêmement peur de la maladie, du cancer notamment. C'est quelque chose que tu connaissais déjà ? Alors, je connaissais dans la famille, il y en avait eu quelques-uns, mais mon grand-père, par exemple, qui avait 80 ans et qui a eu un cancer de la prostate, alors c'est pas dans l'ordre des choses, forcément, mais c'était pas si délirant finalement. J'ai un oncle aussi qui a eu un cancer de la gorge. Il fumait beaucoup, voilà. Et en tout cas, dans la famille, il n'y avait pas de cas de cancer sur des personnes jeunes comme moi. Donc, j'en avais très peur. J'essayais de pas y penser, mais c'est comme la mort aussi. J'étais angoissée à l'idée de mourir. Et ça, on en reparlera peut-être, mais c'est quelque chose que c'est une pensée qui est apaisée maintenant. Voilà. Alors, j'ai absolument pas envie de mourir. J'ai plein de trucs à vivre encore, mais j'en ai moins peur. Voilà. Et un peu sur le même sujet, le rapport aux soins en général, c'était quelque chose, tu vois, avant le cancer, est-ce que tu faisais de la place dans ton quotidien aux soins de toi ? Mais je parle même massage, tu vois. Est-ce que c'était quelque chose qui existait dans ton quotidien ou pas ? Non, pas trop. Pas trop. À part la natation, mais sinon... Et puis là, c'était plutôt aller nager pour avoir un beau corps. Tu vois, cette notion de perfection était c'était très important pour moi. Même dans le travail, je ne voulais pas décevoir, donc il fallait que je travaille encore plus que les autres. Je ne me sentais pas si légitime, et donc voilà, je travaillais encore. Et donc le soin de soi, non. Alors ma mère était assez branchée, elle... magnétiseur, kinésiologie, etc. Et je me moquais gentiment d'elle. Mais pour moi, ça n'avait rien de rationnel et je trouvais ça... ça me faisait marrer. Donc voilà. On va le voir plus tard à quel point on en est revenu du coup de tout ça. On est revenu de ça. Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé en 2020. Comment tu as été diagnostiquée, de quoi et puis comment toi, t'as mis les choses en place rapidement ou pas au moment de l'annonce ? Alors, il n'y a évidemment pas de bonne annonce, mais comment t'as vécu ces premiers moments et puis ce qui t'a amené au diagnostic ? Ouais, alors, je vais essayer d'être quand même assez succincte parce que... en fait, c'était donc en plein confinement. Je venais de prendre un nouveau poste dans les médias. Donc, j'ai jamais bossé dans le social avant. Justement, après le cancer, il y a eu une reconversion de ma part, mais j'étais dans les médias, la publicité. Et donc, en plein confinement, j'obtiens un nouveau poste. Donc, je travaille 10 heures par jour. C'est un rythme qui était hyper soutenu. Je commençais à faire des petits malaises. Donc là, on est au mois de mars. Et les malaises ont commencé en avril 2020, donc des petits vertiges. Et je ne me suis pas plus inquiétée que ça parce que, étant donné mon rythme, je me disais que c'est parce que, justement, je dormais pas assez, je prenais pas assez soin de moi. Je bosse trop. Voilà, et puis on était en plein confinement, donc compliqué. Et c'est un jour, au mois de juin, début juin 2020, j'avais rendez-vous avec une de mes meilleures amies. Et je suis pas venue, en fait. Je suis pas venue, ce qui me ressemble pas. Et j'ai perdu connaissance. Donc j'étais dans mon appartement, dans l'appartement avec... je vivais avec un conjoint à l'époque. Et donc j'ai
j'ai perdu connaissance. Et donc là, mon conjoint de l'époque est arrivé, puisque mon ami l'a prévenu, j'étais pas là, etc. Et puis il a appelé les pompiers et on a vu que ma glycémie était extrêmement basse, donc à la limite du coma. Donc là, j'ai fini à l'hôpital, aux urgences, une première fois, le vendredi soir. Et donc on m'a fait une batterie d'examens. Tout était OK. Et puis les médecins m'ont dit, vous êtes surmené, on va vous mettre des antidépresseurs. Donc je suis repartie vers 3h du matin et le lendemain, donc je me couche et à 8h du matin, je me réveille, j'avais les pompiers au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, parce que j'avais refait un malaise. Donc dans ces cas-là, je convulsais et ce qu'il fallait faire, c'était me resucrer. Donc on me donnait du sucre, enfin là, donc mon conjoint me donnait du sucre et ça y est, je repartais, je retrouvais mes esprits. Donc rebelote aux urgences, pareil, ils trouvent pas. Et pourtant, alors, j'ai pas passé d'IRM, une IRM cérébrale que j'ai demandé. Parce que je me suis dit, j'ai un truc, j'ai un pet au casque, ça va pas. Et toi, tu sens que c'est autre chose que le surmenage ou à ce stade-là, tu fais confiance au médecin et puis on verra? Non, ouais, je fais confiance. Okay. Je fais confiance. Je fais confiance. À ce moment-là, oui. Et puis, j'étais tellement contente de me dire, je rentre chez moi, parce que j'avais très peur, moi, des hôpitaux, tout ça, c'est hyper angoissant. Donc, tu imaginais quelque chose où... Enfin, c'était une possibilité dans ton radar, un cancer, ou à ce stade-là, pas du tout? Non. Ok. Non, ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est après où donc je suis rentrée, antidépresseur. J'ai vu mon médecin traitant qui m'a dit que c'était quand même bizarre avec ma glycémie qui diminuait. Il m'a demandé d'aller voir un endocrinologue. Donc j'ai pris un rendez-vous et endocrinologue, c'est les... Alors c'est pour simplifier, c'est des médecins qui sont spécialisés dans les hormones. Okay. Voilà. Et vu que moi j'avais ma glycémie qui était totalement déréglée, et je l'ai appris plus tard, puisque moi c'est l'insuline justement qui n'allait plus, donc c'était hormonal. Et dû à la tumeur. Mais voilà, jusqu'à présent, je vois l'endocrinologue et elle me dit c'est quand même étonnant, vous êtes jeune. Bon, si vous refaites un malaise, c'était une ancienne de la Pitié-Salpêtrière. Si vous refaites un malaise, on vous envoie à la Pitié. Et j'ai refait un malaise. J'étais avec mon père en pleine nuit, parce que ça arrivait souvent la nuit. Et il a cru que je faisais un AVC parce que j'ai perdu l'usage de la parole. Je faisais des petits cris, des petits bruits bizarres. Donc il s'est dit il y a un problème. Donc il est venu et là pareil pompier. Et donc j'ai été hospitalisée. Ils m'ont fait une batterie d'examens. Mais le problème c'est que on sortait de Covid, enfin de confinement. On était en plein Covid mais confinement. Et donc pour prendre un rendez-vous, tu sais une IRM, un scanner. Trop compliqué, puisque il y avait tous les gens qui n'avaient pas pu faire leurs examens. Donc voilà, c'était très compliqué. Donc je suis sortie de l'hôpital. J'ai pu trouver un rendez-vous dans un centre d'imagerie dans Paris à 7h le matin. Et alors là, je vivais encore avec mon conjoint à l'époque. Et bon, il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? À cette époque-là, j'osais pas demander de l'aide ou dire j'ai besoin. Donc je lui dis non, ça va aller. Et puis ça commençait déjà à aller pas très bien entre nous, puisque tu comprends, j'étais différente, j'étais moins marrante et moins fun avec toutes ces crises. Donc voilà, ça allait moins bien. Donc ma sœur est venue à ce rendez-vous et heureusement, elle était enceinte de 5 mois, elle était à mes côtés et le radiologue nous fait venir et là il nous dit en fait, on vous a découvert une tumeur. Enfin, non, pas une tumeur. Il a dit une masse. Ils n'ont pas prononcé le mot tumeur, d'ailleurs. Une masse de 8 cm, de 8 cm sur 5. Donc, un gros truc au niveau du pancréas. Donc là, déjà, t'entends le mot pancréas, tu dis, OK, les cancers du pancréas, en général, en quelques mois, c'est fini. Et il dit, et puis il y a des petits trucs au niveau du foie. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. OK. Je pars avec ma sœur. Là, je me mets sur les marches et bien sûr, tu t'effondres. Et ma sœur a été extrêmement forte parce qu'elle n'a pas du tout pleuré. Elle a tenu bon et elle m'a dit, écoute, on ne sait pas ce que c'est parce que le radiologue a dit, on ne sait pas, c'est une masse. Il y a des trucs au foie, on ne sait pas. Donc,
on fait un peu comme les médecins. Les médecins m'ont toujours dit, tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, on arrête de se faire, parce que moi, je partais dans des trucs. C'est ce que j'allais dire. On s'imagine tout à ce moment-là. Ah ben tout. Ouais, tout. Ouais, ma sœur enceinte, je me suis dit, je verrai pas son enfant. Donc, voilà, t'as des pensées qui sont extrêmement morbides. On t'annonce ça va pas avec ton mec. Enfin, la totale. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que au mois de juillet, donc on était le 10 juillet, et ensuite donc j'ai quand même refait des malaises, donc j'ai dû être à nouveau hospitalisée, et puis on a prévu une opération. Donc au mois d'août, j'ai rencontré une chirurgienne qui était géniale, et on a prévu une opération pour le 11 septembre. Mais entre-temps, c'est assez marrant, j'étais dans un déni, puisque elle a employé le mot métastase. Elle a dit au rendez-vous, et puis on va brûler les métastases. Et alors là, moi, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais donc, si vous dites métastase, ça veut dire que j'ai un cancer. Et alors là, ma sœur, qui était encore là avec moi, parce qu'elle est tout le temps là, a dit, non, mais on ne s'attache pas aux mots, il y a des solutions, donc on se concentre là-dessus. La chirurgienne qui abondait aussi, oui, on va y arriver. Enfin, extrêmement... super précieux d'avoir quelqu'un avec toi qui guide la route. Exactement. Et donc là, j'ai complètement switché d'état d'esprit, donc alors que j'étais en train de pleurer, et puis je me suis dit, bah oui, en fait, on ne sait pas ce que c'est, enfin là, elle dit métastase, mais c'est parti très vite de mon esprit. Donc, voilà, là, entre-temps, je m'étais séparée de mon conjoint, puisque la maladie le mettait quand même assez mal à l'aise, et voilà, donc j'ai préféré m'en aller, donc j'ai fait mes cartons et je suis allée vivre chez ma sœur. Donc avant de poser le diagnostic, etc. Oui, avant. On savait que j'étais malade, on savait qu'il y avait un truc qui clochait, mais on ne savait pas encore que c'était un cancer. Donc tu as très vite su qui seraient tes personnes fortes et tes personnes faibles dans l'histoire. Ah bah ça c'est sûr. Ça, ma sœur, c'est dans le top 3, tu vois. Mon nouveau conjoint et ma sœur. Mais ouais, ça a été assez... Enfin, je me dis que les gens qui traversent des épreuves comme ça, quand t'es pas accompagné, enfin moi j'ai une chance inouïe, vraiment inouïe, avec des amis, des proches, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc là, on est au mois d'août. Là, j'ai dû partir vivre. Alors là, je suis allée chez ma mère vivre quelque temps, et je m'en rappelle, ma mère était à un moment, elle s'est mise à pleurer. Elle avait peur que je meure, et moi, tu vois, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais dans un déni, mais profond, et tant mieux, finalement, parce que je me suis levée de table, je me rappelle, j'ai pris ma mère dans mes bras, et je lui ai dit, mais maman, je vais pas mourir, quelle idée. et donc voilà, et alors après, il y a l'opération le 11 septembre, qui a duré 6 heures, et alors ce qui est fou, c'est qu'on m'avait préparé en me disant, on va enlever la tumeur, on sait pas, on n'a pas réussi à savoir avant si elle était accrochée ou pas à la queue du pancréas. Et donc c'est vraiment en ouvrant le ventre qu'ils ont vu qu'elle n'était pas accrochée, enfin à rien. Mais à l'origine, ils devaient enlever la queue du pancréas, la tumeur, la rate aussi, donc j'avais été vaccinée, enfin tout ça, et puis les métastases. Et alors finalement, bah, tu vois, je me suis réveillée de cette opération et j'ai la chirurgienne qui est venue me voir et qui m'a mis la main sur l'épaule, ils ont tout s'est bien passé. Finalement, la tumeur n'était raccrochée à rien. Alors déjà, le cancer que j'ai actuellement est rare, et en plus, il était encore plus rare parce qu'il n'était pas dans l'organe. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et puis là, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital, donc des douleurs. Enfin, ça a été très très douloureux, ouais, vraiment. Très compliqué. Les suites opératoires. Ouais, les suites opératoires. Les suites opératoires, ça a été assez costaud. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, la chirurgienne est venue me voir parce que tu sais, ils analysent la tumeur. Et alors là, je ne sais pas. Et tu sais, je ne sais pas si j'ai rêvé ce moment. Mais pour moi, elle m'a dit que c'était bénin. Donc, et je me revois écrire même, et d'ailleurs j'ai revu des messages en disant ne vous en faites pas, en fait c'est bénin. Parce que le type de tumeur que j'ai, donc ça s'appelle une tumeur neuroendocrine, donc extra-pancréatique, c'est des tumeurs qui sont en lien donc, avec les hormones, et c'était des cellules anormales qui se développent dans le système endocrinien, donc en lien avec les hormones. Et moi, ça déréglait l'insuline. Et quand j'avais fait des recherches, alors le truc à pas faire d'ailleurs, mais j'avais fait des recherches et j'avais vraiment vu que les TNE parfois pouvaient être bénines. Donc je m'étais, concentrée là-dessus.
Ce qui fait que quand elle est venue, mais je pense qu'elle est vraiment venue me voir en me disant que c'était bénin. Donc, il y a eu, à mon avis, un petit loupé. Il y a un petit loupé, voilà. Mais tu sais quoi ? Peut-être que c'était pas plus mal, parce que moi, dans ma tête, c'était pas si grave. T'as imprimé le mot bénin. Voilà. Tant mieux. Et voilà. Et donc, les suites après, ça a été douloureux, mais je crois que je me suis remise peut-être plus facilement. Parce que du coup, on t'a pas parlé de traitement, de chimiothérapie, de tout ça à ce stade-là. Pas du tout. Et en fait, c'est au mois d'octobre, quand je suis allée voir mon médecin, après la chirurgie, donc c'était un mois après. Ouais, un mois après. Okay. Et là, je lui disais que j'avais du mal à dormir, enfin c'était compliqué, etc. Et puis elle m'a dit que j'étais perturbée un peu. Et puis elle m'a dit c'est normal, en même temps vous avez eu un cancer. Et alors là, prise de conscience. Ah ouais. Là je me suis pareil effondrée. Et t'étais seule à ce moment-là ? J'étais seule, ouais. Là j'étais seule. Moi, je suis arrivée, je me rappelle, j'avais fait ma convalescence chez mon père, donc qui vit dans le sud-ouest. J'étais arrivée avec des cannelés, tu sais. Donc, voilà, merci docteur. La fête est finie. Enfin voilà, merci. Ça y est, on peut passer à autre chose. Et en fait, elle me parle de cancer. Et après, j'allais chez ma sœur, donc j'étais en pleurs dans le taxi. Et puis elle me dit mais qu'est-ce qui va pas ? Je lui dis en fait, j'avais un cancer. Et elle me dit mais Marie, on le savait. En fait, tout le monde le savait. Ils s'en doutaient, parce que les médecins, on n'avait pas prononcé le mot tumeur, mais bon, quand même métastase, tu vois, même les métastases, tout on dit ça, c'est un cancer, stade avancé, etc. En fait, personne n'est tombé de sa chaise sauf toi, du coup. Voilà. C'est exactement ça. Donc, j'ai réalisé après que j'avais eu un cancer. Et voilà, et donc là, la vie reprend. Donc en octobre, ouais. On te dit que tu as eu un cancer, oui. Mais on ne te parle pas de la suite. Non, enfin après là j'avais déjà un oncologue gastro-entérologue, puisque c'est dans le système digestif, et j'avais été parachutée. C'était un ancien de la Pitié qui est dans un autre hôpital dans le 20e arrondissement, et j'avais été hospitalisée aussi au mois d'août là-bas, parce que j'ai fait des petits allers-retours, et il a été absolument génial, mais vraiment génial, très concerné, et donc là, j'ai eu un rendez-vous aussi en octobre, et puis il m'a parlé de mon scanner. Il m'a dit ça y est, on peut parler d'une rémission. Donc génial. Donc ça y est, pour moi, alors j'avais quitté mon travail. J'étais en période d'essai, donc j'avais pas continué, j'avais pas voulu poursuivre. En plus, je trouvais plus de sens, tu vois, à ce que je faisais. Voilà, donc je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour moi là et trouver un autre boulot ou me reconvertir. Et voilà. Donc ça, on était fin 2020. Et donc ça marquait un gros changement quand même, parce que dans ta vie sentimentale, dans ton travail, ça a quand même, dès ce moment-là, ça a quand même fait un avant et un après assez... Ça a été assez terrible, parce que tu vois, je venais d'avoir 37 ans. Et donc on m'annonce effectivement ce choc-là. Là, je me retrouve aussi avec une énorme cicatrice sur le ventre. Donc tu te sens quand même abîmée. Là, donc tu te dis, le projet de maternité que j'avais à mon âge, c'est fini. Personne ne voudra de moi, puisque quelqu'un qui a un cancer, voilà, à quoi bon, tu vois, être avec quelqu'un. Donc pour moi, là, ça allait être très compliqué. La suite allait être très compliquée. Le job, c'est pareil. En fait, tout s'effondrait. Tout est arrivé Oui, en fait, ça a fait un effet un peu domino, sans que tu en aies pleinement conscience, du coup, parce que pour toi, tu n'étais pas forcément avec cette étiquette du cancer jusqu'au mois d'octobre, et tu avais déjà eu beaucoup de changements, en tout cas. Oui, c'est ça, parce que quand j'étais sur mon lit d'hôpital en septembre, j'avais quand même cette grosse cicatrice, donc je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué quand même de se retrouver. Et puis alors, moi qui étais aussi dans le corps, la perfection, voilà. Là, je me suis dit, ok, là, il va falloir que je redescende un peu, et donc, oui, ça, c'était pour moi très compliqué. Et puis surtout, oui, à mon âge. Pour moi, à mon âge, tu vois, le fait de me retrouver célibataire à cet âge-là, j'avais l'impression d'être un peu périmée, tu vois. Et donc, après ça, en octobre, le fait de dire le mot cancer, ça a rajouté une couche. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que j'ai rencontré quelqu'un 3 mois après l'opération, finalement. Un mec génial, qui est mon conjoint donc, actuel, qui n'a absolument pas peur de la maladie, qui même d'un amour inconditionnel. Et
Et tu vois, quand on m'a annoncé la récidive, puisque donc c'était en février 2021, il était donc avec moi quand j'ai passé un TEP scan. Et là, on a vu qu'il y avait une nouvelle petite tumeur. Et donc là, moi, je me dis, mais ça y est, il va me quitter. En fait, c'est fini, c'est fini. Bon, l'histoire se répète. Voilà, l'histoire se répète. Bon, et en fait, pas du tout. On est toujours ensemble aujourd'hui et c'est un vrai soutien au quotidien. Mais là, ce qui se passe en 2021, mon oncologue me dit, on va pas aller l'enlever tout de suite, la tumeur, il va falloir faire de la chimio, enfin prendre de la chimio. Donc là, pareil, j'ai eu encore beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que j'ai pris des traitements de chimiothérapie, mais par voie orale. Alors, il y avait des effets secondaires, de la fatigue, des aftes, voilà, des nausées, mais ça allait. J'avais quand même une vie à peu près normale. Mais il fallait vraiment qu'on aille cibler des cellules qui potentiellement pouvaient se trimballer dans mon corps, dans mon sang, et voilà. Donc, il fallait qu'on vise plus large. J'ai fait de la chimiothérapie, donc j'ai eu de la chimiothérapie pendant à peu près 9 mois, et là, on a prévu une nouvelle opération en janvier 2022, cette fois. Et l'opération s'est très bien passée, plus facilement que la première. Et puis c'était une tumeur de 2 cm à peine. Malheureusement, il y avait aussi des métastases dans le foie, donc rebelote. Et au bout de 3 mois, en mars 2022, on m'annonce une nouvelle rémission. Donc c'est ça aussi avec ce cancer qui est normalement dit incurable. Alors mon oncologue ne le dit jamais, il ne prononce jamais ce mot, mais il dit que ça peut être une maladie chronique. Mais moi, le mot incurable, je veux pas l'entendre. Ça me met un peu en colère aussi. Non, je veux pas. Je veux Parce pas. que ça, c'était ma question. Comment l'annonce de la récidive, l'appréhension de nouveaux traitements, parce qu'on sait que les nouvelles lignes... alors moi, ça a été mon cas, ma première ligne n'a pas marché, donc quand on annonce des traitements supplémentaires, c'est toujours un état d'esprit, il faut se mettre un peu en marche d'un point de vue moral, d'un point de vue physique. Comment toi, déjà en janvier 2022, parce que je sais qu'il y a encore plein d'épreuves encore depuis, comment tu l'appréhendes ? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tout d'un coup tu te dis ok, je me mets en état de marche, du coup 9 mois ou peut-être plus, mais à l'époque déjà la visibilité sur 9 mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Est-ce que tu continues à travailler ? Est-ce que voilà. Ton quotidien, il ressemble un peu à quoi à ce moment-là ? À ce moment-là, alors déjà, tu fais bien de me poser cette question. La récidive, ça a été pire, la récidive, que quand on m'a annoncé que j'avais une masse de 8 cm, parce qu'à l'époque, je savais pas trop, on savait pas ce que c'était encore. Mais là, la récidive, je me suis dit, ok, en fait, je suis pas du tout tirée d'affaire. Et alors là, j'avais ma sœur qui était là aussi à ce rendez-vous. Et là, le monde s'effondre encore une fois, mais j'ai l'impression que je me suis un peu dissociée même de mon corps. J'entendais plus ce qui se disait. Et j'ai eu 48 heures vraiment, mais où j'étais très très mal, en colère aussi, en me disant mais mince, pourquoi moi, c'est injuste. Voilà. Et puis, en général, ça dure, quand on m'annonce des mauvaises nouvelles, ça dure 48 heures. Et puis après, je rebondis. Je me dis, ok, qu'est-ce que je mets en place ? Et puis là, en plus, mon oncologue est très rassurant à chaque fois. Il me dit, on va essayer ça. Il y a des très bons résultats. Et puis, il prend du temps, il me fait des croquis pour m'expliquer. Voilà. Donc, à chaque fois, je me dis, il y a des traitements. Et la médecine, en plus, avance très vite. Donc, c'est ça aussi, moi, qui me fait du bien. Donc là, tu vois, 2021, donc, je ne travaille plus, mais je me mets en tant que freelance dans la com. Donc, j'ai des petites missions, mais pas non plus grand-chose. Et puis après, en janvier 2022, donc il y a l'opération. Et puis quand on m'annonce la rémission en mars 2022, là, je ne sais plus du tout. Je suis totalement perdue, puisque tu le sais très bien, tu es dans ce truc, dans un tunnel où tu vas de rendez-vous en rendez-vous, tu te poses pas de questions,
Ouais, tu... T'as les yeux sur un objectif, en fait. Tu suis ta ligne, on te parle de plan d'action, tu suis ton plan d'action. C'est ça. Et puis, un plan d'action médical, uniquement ça. Et alors, le truc, c'est que là, on t'annonce la rémission et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et donc, le flou total. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé un bilan de compétences, tu vois, qui a duré 3 mois, associé à un programme de coaching. Et puis j'avais aussi travaillé dans une association qui s'appelle La Vie Kinzugi, qui aide des personnes atteintes de cancer et puis les aidants. Et là, j'ai accepté de l'aide aussi, d'une coach santé. Donc ça a été vraiment super pour me guider. Une coach santé, elle fait... C'est quoi une coach santé ? Coach santé, c'est... Alors, comment t'expliquer ? C'est... on aborde un petit peu tous les examens que tu as subis, enfin les opérations, les traumas en fait de ça, parce que c'est des vrais traumas. Et donc c'est vraiment des moments où elle te donne des petits exercices aussi à faire dans la gestion du stress, de réconciliation aussi avec toi-même, parce que là moi j'avais un vrai problème, j'avais honte de ma cicatrice, j'osais pas la toucher, donc on parle beaucoup de ça. C'était essentiellement ça. Gestion du stress. Et puis, un truc très important, c'est de voir ce que m'avait apporté le cancer aussi. Mais dans le bon sens du terme. Je me suis rendu compte que les valeurs comme la détermination, le courage, la résilience, en fait, c'était ancré en moi. Je crois qu'il y avait quand même une bonne base à l'origine de tout ça, mais ça a fait que... Il y a une forme de fierté, en fait, qui apparaît. Exactement. Donc, elle m'a aidée à prendre conscience de ça, de mes forces. Et parce que même, je parlais aussi du travail, les entretiens. Qu'est-ce que je dis ? Le trou dans mon CV, enfin, qu'est-ce que je raconte ? Qui a envie d'embaucher une personne qui a eu un cancer ? Enfin, pour moi, tu vois, j'avais des croyances très limitantes. Et voilà. Donc, on a essayé de... Qui sont super répandues, d'ailleurs. Hein. Totalement. Mais je trouve que ça commence à aller un peu mieux, là, tu vois. Enfin, je le vois même dans mon entreprise actuellement. Mais là, on a fait ce travail-là, ensemble, le bilan de compétences, et... J'ai vu qu'en explorant un peu pas mal de métiers, de secteurs, mes valeurs, tout ça, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, c'était le social qui est sorti de tout ça. Et alors, ça s'est fait très rapidement parce que, tu vois, j'ai postulé au mois de mai 2022 dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et puis, j'ai été embauchée en juin et voilà, et ça fait plus de 2 ans. Et je suis dans une entreprise, comment dire, qui m'inspire, je suis entourée de gens, c'est ce que je me disais l'autre jour, je suis entourée de gens qui sont motivés et qui se nourrissent du prendre soin de l'autre, dans l'amour de l'autre. Enfin, là, c'est de l'accompagnement, mais tu vois, des personnes qui sont fragilisées par la maladie, par le handicap. Je suis entourée de gens qui veulent faire du bien. Et j'ai un manager qui est très compréhensif, très bienveillant à mon égard. Donc, je me sens à ma place, en fait. C'est super. Ouais. Et d'un point de vue peut-être plus de toi, est-ce que tu as des souvenirs de petites choses, de petits rituels qui t'ont fait du bien ? Alors peut-être au début déjà de ces traitements, quand ça a commencé à durer, parce qu'il y a ça aussi, c'est le marathon qui commence, c'est pas pareil que les 2-3 premiers mois. Quand on se dit que ça va durer, on a souvent du coup on prend conscience et on a besoin de mettre en place des choses. Ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, là, quand j'ai eu la chimio, tu vois, pendant 9 mois, après, donc j'ai été opérée, donc là, on m'a annoncé la rémission, mais en tout cas, pendant les 9 premiers mois, je me suis dit... Donc, ma sœur est logothérapeute, et la logothérapie, c'est de donner du sens à une épreuve que tu traverses. Et donc, moi, quand elle m'avait raconté ça, enfin, sa formation qui datait d'avant le cancer, je me suis demandé comment tu peux trouver du sens dans un deuil, le cancer. Enfin, moi, c'était un truc qui était pour moi, mais
totalement aberrant. Et finalement, je le comprends très bien aujourd'hui, c'est le sens que tu vas donner en constatant ce que tu es devenu, au final. Je me sens augmentée par la maladie, en fait. La maladie a fait tout le cheminement, là, depuis donc 4 ans, fait que je suis, pas une autre personne, mais augmentée. Aujourd'hui, je sais ce que c'est de s'aimer soi-même, par exemple. Je sais ce que c'est d'avoir confiance en soi. Je sais ce que c'est d'éprouver vraiment la joie, de la ressentir au quotidien. C'est assez fou. Et... c'est des grands changements, ça. C'est des grands changements, exactement. Et donc, c'est quelque chose que tu as commencé à pratiquer, que tu as exploré et... Oui, tout à fait. Et tu vois, quand on m'a annoncé la récidive, ma sœur m'a dit, mais il y a peut-être des choses que tu n'as pas compris encore. Voilà. Qu'est-ce que la maladie a à te dire ? Moi, j'ai trouvé cette question assez compliquée. Et finalement, à partir de ça, j'ai voulu aller explorer un peu et me dire que la médecine n'allait pas suffire. Que j'allais continuer les traitements, bien entendu, mais que j'allais faire des choses en complément de la médecine. Et donc là, j'ai fait des rencontres. Et d'ailleurs, ça, je te coupe, mais je trouve que c'est instinctif. C'est-à-dire que c'est du domaine de l'impalpable pour l'avoir vécu aussi. Évidemment, c'est la médecine et tout le corps médical qui te sauve. Et puis, il y a un truc en toi qui, tu sais pas pourquoi, ça t'oriente vers un besoin d'aller chercher des forces qui sont en dehors d'un cadre purement chimique, si je peux dire. C'est exactement ça. Moi, Et tu as commencé par où alors, du coup, toi ? Alors, j'ai commencé par faire de la réflexologie et la réflexologue travaillait à l'Institut Raphaël, donc à Levallois-Perret, qui est donc un institut qui permet qui offre un parcours personnalisé avec des thérapies donc complémentaires. Et alors là, Et toi, justement, à ce moment-là, tu es encore en traitement ? Oui. Ok. Ah oui, là, je suis sous chimio. Ok. Et donc, je découvre cet institut. Je découvre la sophrologie, l'hypnose aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai assisté à des cours de pâtisserie aussi, pour essayer d'être avec d'autres personnes. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, si tu devais un peu nous parler d'une des... Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'hypnose. Parce que j'ai eu beaucoup de séances d'hypnose pour me préparer à l'intervention numéro 2. Et j'avais extrêmement peur, tu vois, de souffrir à nouveau. Et en fait, la thérapeute a vraiment orienté ces séances sur les mains du chirurgien qui allait me sauver. Enfin, voilà. Donc, il y avait tout ce... C'est un travail très visuel. Oui. Moi, pareil, j'en ai fait un peu d'hypnose. Et on imagine l'hypnose comme de la transe, comme on peut voir dans l'hypnose un peu événementielle. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aimé. C'est un travail de visualisation et du coup, on associe des émotions, la peur, etc., à des visuels. Et moi, ça m'a aussi beaucoup aidé, effectivement, pour les traitements. Et puis même, alors dans tout ce qui est dans la vie quotidienne, dans les moments beaucoup plus... quand on est un peu au creux de la vague, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai trouvé ça salvateur. Et quand tu parlais de rituels, ça m'a permis aussi de mettre dans ma vie, au quotidien, je fais de la cohérence cardiaque pour la gestion du stress. Je fais beaucoup de méditation, alors que j'arrivais pas du tout avant. Hein. Et donc méditation, de la visualisation aussi. J'essaie de visualiser le futur, une opération, comment ça va se passer, des résultats qu'on va m'annoncer, comment ça va se passer. Voilà, je mets ça en place. Pareil, ce truc de, tu sais, je me moquais aussi de ma mère là-dessus, sur la gratitude, le fait le soir de penser à des choses toutes simples, hein, mais qui t'ont procuré de la joie, qui t'ont fait du bien. Ça, voilà, je fais ça aussi. Donc, en fait, je dirais que l'Institut Raphaël a été la base là pour que je puisse commencer mon exploration des thérapies qui allaient me faire du bien. J'ai commencé aussi à vouloir
travailler sur les blessures aussi que j'avais, liées à l'enfance, l'éducation et d'autres sujets, que j'avais tendance à mettre sous le tapis. Enfin, pour moi, oui, il n'y avait rien qui... Enfin, tout allait bien. On a tendance à hiérarchiser, en fait, surtout. On a tendance à se dire, moi, c'est moins grave que l'autre, etc. Donc, du coup, on rend très anodin des choses qui, en fait, peuvent te marquer et qui sont essentielles, quand bien même elles ne sont pas très graves, au sens, je mets des gros guillemets. En fait, c'est aussi hyper important d'en avoir conscience et de les travailler. C'est ça. Et tu vois, moi, je suis persuadée que le corps a des choses aussi à dire. Alors, ça peut paraître parfois, tu vois, j'en parle à certaines personnes qui peuvent aussi se dire que je suis complètement un peu illuminée, tu vois, mais je pense que le corps, crée, parce que c'est moi, enfin, j'ai créé ce cancer, on ne sait pas à quoi c'est dû, tu vois, j'ai demandé à mon oncologue, on ne sait pas. On n'a pas assez de recul, vu que c'est en plus assez rare. Et donc, je me suis dit que peut-être il fallait que je revoie aussi donc, la vie que je menais avant et que je comprenne. Moi, je crois beaucoup dans ce truc-là, tu vois, le fait de garder des émotions aussi. Je n'exprimais jamais mes émotions. Et vu que je voulais me faire aimer, forcément, je voulais faire plaisir, donc je disais oui à tout, ou je faisais pas de vagues. Alors que là, tu vois, j'ai appris qu'il y avait plus de 4 émotions il n'y a pas si longtemps. Tu vois, il y a les émotions primaires, mais en fait, il y a des nuances, il y a tout un panel d'émotions. Et donc là, grâce à tous ces thérapeutes que j'ai rencontrés, j'ai pris aussi même du temps pour moi, pour apprendre donc à me connaître. Là, j'ai tout de suite démarré. Mon oncologue m'a mise en relation avec une psy qui me suit toujours. Et ça me fait aussi un bien fou. Ça, tu vois, ça c'est un truc... Un conseil que je donnerais, c'est vraiment, mais il y a des professionnels, faites-vous aider, ne restez surtout pas seul. Vraiment, mais parce qu'ils sont là à la fois pour prendre soin de toi, pour t'écouter, tu as cet espace, ce sas un peu où tu peux pleurer, tu peux décharger tout ça, toutes tes émotions, et puis comprendre aussi, tes fonctionnements, les fonctionnements d'avant. Moi, je trouve ça passionnant. Là, tu vois, la connaissance de soi, je trouve que je suis allée assez loin, là, tu vois. Ouais. Et j'ai encore et tu continues, du coup, encore. Alors, du coup, donc, tu vois, il y a eu l'Institut Raphaël, et puis après, donc là, le travail, tout ça, donc le sport aussi qui m'aide énormément. Donc ça, c'est vraiment, j'ai des rituels. Et puis... ensuite, j'ai découvert donc Ginkgo grâce à une personne avec qui je travaille et qui m'a parlé de Ginkgo. Et puis donc j'ai eu un coup de fil de Sophie, donc qui est mon infirmière coordinatrice. Et alors super feeling, vraiment. Et pourtant c'est pas que j'étais pas convaincue, parce que vraiment je crois, je suis à bloc. Derrière Ginkgo, mais je me suis dit, j'ai déjà testé l'Institut Raphaël, je fais déjà plein de choses à côté. Tu connaissais, en fait. Voilà. T'étais pas... Voilà. Exactement. Et puis, je me suis dit, j'ai mon Reiki tous les mois, j'ai une magnétiseuse, Ah oui, l'éventail quand même est là, large. oui, très très large. J'ai une kinésiologue, j'ai une nutritionniste qui m'avait conseillé aussi la kinésiologue. Je fais aussi donc du biodécodage pour comprendre donc justement les mots, quand tu as des maladies qui sont placées à tels endroits, donc dans tel organe, donc essayer de comprendre pourquoi. Passionnant, tu fais ça avec quelqu'un, le biodécodage? Oui. C'est une kinésiologue qui est spécialisée aussi dans le biodécodage. Okay. Et donc, tu vois, je fais ça depuis bientôt 1 an. Et ça, c'est passionnant. Donc, quand j'avais Sophie qui me racontait l'histoire de Ginkgo, je lui dis, c'est génial, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et alors, oui. En fait, je continue et j'ai découvert même d'autres choses avec Ginkgo. Des thérapies... vraiment que je ne connaissais pas, ou je m'étais pas du tout dit, tiens, j'aurais éventuellement besoin de ça. Là, j'ai découvert l'art-thérapie, qui me fait un bien fou, parce que là, je mets mon cerveau un peu en pause, et c'est plus le mental. Elle me fait faire des petits exercices, avec de la peinture, avec des crayons, avec du coloriage. Et alors, c'est pas des œuvres d'art, hein, pas du tout, c'est pas le but, mais j'essaie, et grâce à Marie, de débloquer aussi des choses, de comprendre
à travers un dessin. Et c'est passionnant, tu vois, et je fais ça 1 fois par mois. Voilà, c'est le moment où je peux décompresser et mettre mon cerveau sur pause. J'ai découvert aussi le MDR. Passionnant aussi le MDR. En plus, c'est une des thérapies qui sont, je trouve, assez brèves. Et j'aime bien parce que j'ai toujours ma psy, mais donc tu vois, il y a plein de complémentarités. Et le MDR, c'est d'aller identifier des traumas que tu as, des blessures, des choses qui t'ont vraiment marqué. Et puis, on en parle. On se remet dans cette situation. Donc pendant quelques minutes, je ressens les émotions. J'ai des pensées qui me traversent, voilà, je revis le moment. Alors c'est pas forcément très agréable, hein, mais je me sens en sécurité avec Sophie. Et elle va me faire, en fait, il y a des mouvements oculaires, donc tu vois, avec mes yeux, et puis je suis. Alors normalement c'est des doigts, enfin c'est ces doigts ou une baguette magique. Et donc je suis ça avec mes yeux, et le cerveau va faire en sorte. Alors je peux pas rentrer, elle expliquerait mieux que moi, mais le cerveau va faire que ça va être archivé comme un souvenir, finalement. On va désensibiliser le trauma. Voilà. Et alors là, pareil, ça, j'explore aussi. Et tu verrais, donc à chaque fois, en général, je me mets à pleurer, mais après, je ressens un élan de joie. Enfin, c'est assez bluffant. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Et tu vois, et le fait de faire tous ces trucs en parallèle, là, moi, ça me donne une force énorme. Et quand on m'a annoncé une nouvelle récidive, parce que donc, j'ai une rémission qui a été de courte durée, qui a duré donc 7 mois, en octobre 2022, on m'annonce la récidive. Et bien sûr, t'es encore, tu vois, tu prends un gros coup sur la tête, c'est dur pendant 48 heures, mais je sens là une sorte d'élan, tu vois, de force en moi, en me disant, ok, bon, on y retourne. Et tu vois, le cancer aura ralenti pas mal de mes projets, mais il m'aura donné un truc, la certitude que je vais rebondir quoi qu'il arrive. Voilà. C'est une force extraordinaire d'avoir ce genre de conviction ancrée à l'intérieur de soi. Ah, mais c'est ancré, c'est hyper précieux. C'est dans mes entrailles, tu vois. Je sais que je m'en sortirai. Alors, je ne sais pas est-ce que je vais mourir de ce cancer. Je n'en sais rien. Mais je sais que j'y arriverai. Voilà, dans n'importe quelle situation, j'y arriverai. Et oui, et ça me donne, et c'est pour ça que, tu vois, quand je te parlais de l'amour de soi et avant la confiance en soi, moi, mon niveau était, tu vois, au ras des pâquerettes. Là, aujourd'hui, oui, j'aime ce que je suis, j'ai de l'estime pour moi, j'ai de l'amour pour moi, j'ai confiance en moi. Alors, il y a des jours avec et des jours sans, hein, comme tout le monde, mais... Du coup, aujourd'hui, tu t'es à fond les ballons encore, puisque tu me disais, on a bien de la chance de t'avoir à notre micro parce que tu es encore au travail, dans tes traitements. Aujourd'hui, ta vie, elle ressemble à quoi ? Et justement, comment est-ce que tu vis ton quotidien ? Est-ce qu'il y a des choses qui maintenant t'ont suivi et que tu gardes Alors, j'entends que tu continues pas mal de soins. Est-ce que, je sais pas, il y a des attentions des proches, des moments dans ton... Voilà. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui Alors, ma vie ressemble en ce moment à beaucoup de travail. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais... Le sens derrière. Le sens derrière, et je trouve quand même j'ai un meilleur équilibre. Et tu vois, je manage aujourd'hui une équipe de 25 personnes que j'adore et qui me donne une force aussi au quotidien, mais qui est exceptionnelle. D'ailleurs, j'avais très peur quand on m'avait annoncé la récidive. J'ai demandé à mon oncologue, est-ce que je peux encore continuer à travailler ? Parce que ça me permet aussi d'avoir un pied dans une sorte de normalité, tu vois, de pas être chez moi et me retrouver un peu démunie. Et voilà. Donc, le travail, j'ai des traitements régulièrement quand même, puis alors, des traitements qui sont assez nouveaux aussi. Donc, en général, je suis en arrêt de temps en temps, tu vois, mais je peux quand même continuer à travailler. Parce que tes traitements actuels, c'est de la chimio orale. Alors non, là j'ai plus de chimio orale, mais en 2023 j'ai eu des cures de chimio-embolisation. Donc là on est venu, donc c'est une intervention, et on vient te passer un fil au niveau du poignet pour atteindre ton foie, parce que moi finalement j'ai plus de tumeurs, j'ai des métastases dans le foie, et donc on va conduire ce petit fil, une sorte de cathéter, hein, et puis on va le rentrer dans les métastases. Donc c'est très ciblé.
et ensuite on t'injecte la chimio. Alors c'est pas du tout agréable, ça aussi c'est un peu traumatisant, donc j'en ai eu 2 qui ont bien marché, mais ça suffisait pas, donc là j'ai découvert une nouvelle thérapie qui s'appelle la radioembolisation, donc c'est un peu le même principe, sauf qu'on passe par le pli de laine et on atteint ton foie encore une fois, et là on t'injecte un produit radioactif. C'est dingue. C'est donc dingue. Ah ouais. Ah, c'est dingue, vraiment. Et en plus, donc là, j'étais pas endormie non plus. Hein, donc, t'assistes à tout. Tu vois l'équipe, ils sont surprotégés parce que c'est quand même un produit radioactif. Donc, ouais, c'est... t'es en confiance totale quand même. Hein. Ouais, total. Et là, justement, j'avais fait de l'hypnose, j'ai fait de l'acupuncture aussi, donc grâce aussi à Ginkgo, tu vois. Et ça m'a énormément aidée parce que je ne voulais plus, normalement, avoir des interventions sans être anesthésiée. De manière générale, tu vois, je voulais plus endormie. De ça. Voilà, endormie. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et j'ai réussi à affronter ce truc-là et surtout aussi à dire, voilà, moi, ce qui me fait peur, voilà ce que j'aimerais, quels sont mes besoins. Et ça, je le faisais pas avant, tu sais. Avant, j'étais la bonne petite patiente, enfin, je suis toujours une patiente sympa, mais je peux dire, là, ça m'angoisse trop, ça, je ne veux plus. Et parce que j'ai le droit d'être considérée, et je le suis par les équipes, mais maintenant j'ose aussi dire là, non, là j'ai peur, j'ai des doutes, etc. Tu vois ? Moi j'ai une question qu'on me pose souvent, donc ça m'intéresse de savoir ce que tu vas répondre. On me demande souvent si je suis désensibilisée au monde médical, c'est-à-dire qu'il peut m'arriver un peu n'importe quoi et je m'en fiche parce que j'en ai eu des dizaines des prises de sang, ou au contraire, la coupe est un peu pleine. Et du coup, je trouve que je suis plus douillette qu'avant. J'ai ma réponse, je la donnerai après, mais je suis curieuse d'entendre la tienne. Alors, moi, je suis pas... je suis pas du tout douillette. Vraiment, j'ai toujours été dure au mal et voilà, et ça continue. Là, quand je vais passer des IRM de contrôle, c'est pour moi la routine, hein, parce que j'en fais tous les 3 mois, maintenant 4 mois. Mais donc, c'est pas un truc qui m'angoisse. Ouais, les prises de sang au labo, c'est pareil. À chaque fois, on me dit ça va. Alors, oui, j'ai connu pire. Mais moi, c'est le seul truc que je n'arrive pas, c'est à gérer, c'est l'attente entre l'examen et les résultats, le fait d'aller chez mon oncologue, à l'hôpital et dans le cabinet de mon oncologue. Pour moi, c'est de la torture. Et je pensais qu'avec le temps, tu sais, ça allait un peu s'habituer en fait, qu'on s'habitue. Ouais. Pas du tout. Et toi, t'es plus douillette ou pas ? Moi, je suis plus douillette. Moi, c'est vraiment définitivement. Alors moi, en plus, j'ai eu de la chimio dans les veines, donc les veines sont beaucoup plus difficiles à piquer. Et alors moi, la prise de sang, c'est un parcours du combattant. C'est-à-dire que j'appréhende d'aller... Je m'évanouis pas, mais d'origine, je suis comme toi. Je suis pas du tout douillette. Et là, je me surprends à vraiment avoir la flemme. Ouais. Bon. Tu vas peut-être faire de l'EMDR pour ça, parce que tu vois, moi je fais des séances aussi pour gérer ce trauma, parce que c'est ce que me disait Sophie, c'est considéré comme un trauma, tu sais, un syndrome post-traumatique. Mais je pense, ouais. Et mais rien que le son, tu sais, quand je suis dans la salle d'attente, c'est que j'entends, t'as un numéro qui s'affiche avec un petit son, mais pour moi c'est un truc, et je l'ai entendu l'autre jour, on n'était pas du tout à l'hôpital. Et je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Et tu vois, et ça revient. Moi, j'ai la même chose avec les odeurs. J'ai une odeur, cette odeur de plateau repas de l'hôpital qu'on connaît tous quand on a passé un petit peu de temps à l'hôpital. Cette odeur-là, qui est une odeur assez proche parfois des odeurs de cantine, ce genre de truc. Tout d'un coup, j'ai un flashback comme dans les films. Ouais, c'est dur, hein, ça. Hein. Ouais, effectivement. Mais ouais, donc ça, non, là, je suis pas moins douillette, mais il y a ce truc des résultats et tu vois, là d'ailleurs, j'ai eu une IRM la semaine dernière, des résultats donc la semaine dernière qui sont bons. Mais là, j'ai enfin demandé à mon oncologue si je pouvais pas avoir un petit médicament, un petit anxiolytique avant d'aller le voir. Et c'est pour ça aussi, ne pas hésiter à demander. Mais pour moi, avant, c'était pas quelque chose... tu vois, il fallait être fort et non, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Parfois, c'est un manque en... Alors, il y a 2 choses, peut-être un manque de connaissances. On ne sait pas que ça existe, tu vois. L'anxiolytique, il y a plein de gens qui se disent « Si j'en prends un une fois, c'est foutu, j'en prendrai tout le temps. » Ou à l'inverse, on se dit « J'ose pas, on préfère ne pas déranger, on est patient, etc. » comme le mot l'indique.
Et en même temps, il n'y a pas de raison, quoi. Ils sont... Ah ouais, non, il n'y a pas de raison. Et puis là, tu vois, ça m'a fait du bien. Ça m'a un peu plus détendue. En tout cas, les résultats étaient bons. Les résultats étaient bons. Donc ça, c'est une super nouvelle. Oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, même en intro, tu vois, je te parlais éventuellement le projet de maternité qui pourrait voir le jour. Mais parce que donc là, les résultats sont très bons. Le produit radioactif fait très bien son boulot. En plus, c'est sur le long terme. Là, tu vois, j'ai fait ça au mois d'avril. Et ça va jusqu'à à peu près 6 mois, 6-7 mois, où le produit agit. Donc très bonne nouvelle. Et puis, en plus, dans le lobe droit, j'avais des lésions au niveau du foie. Et là, on ne les a pas trouvées à l'image. Donc, génial. Donc là, je passe à un contrôle dans 4 mois. Donc, j'ai 4 mois de répit, là. 4 mois de répit. Super. Et parce que du coup, d'un point de vue hormonal, toi, tes traitements, ils n'ont pas touché tout ce qui est fertilité, réserve ovarienne ? Alors là, j'ai eu encore une fois beaucoup de chance grâce à mon oncologue. Dès qu'il m'a dit que j'allais prendre de la chimio, il m'a tout de suite dit, avant de commencer le traitement, si vous le voulez, on peut congeler vos ovocytes. Génial, c'est lui qui te l'a proposé. Oui. Ah, quelle chance. Ouais, parfois, c'est pas automatique. Non. Quand je discute avec d'autres gens, ils n'ont pas eu ça, tu vois. Certaines femmes n'ont pas eu ça. Non. Alors, donc moi, j'ai eu cette chance. Et c'est pour ça que là, tu vois, si les nouvelles continuent d'aller dans le bon sens, éventuellement, on pourrait penser à un projet de bébé. Génial. En 2025. Quel bonheur. Quel bonheur. Si ça te va, pour finir, je vais te poser quelques petites questions. Sans toi libre d'y répondre de la manière que tu veux. Ma première, c'est est-ce qu'il y a une idée reçue sur le cancer en général que tu aimerais déconstruire, qui te paraît pas tout à fait adaptée ou qui aujourd'hui, parmi tes proches, dans tes discussions, tu te donnes un peu de mal à contredire? Ça serait assez simple finalement. On peut vivre avec un cancer et on peut vivre même de façon... Enfin, on peut être heureux avec un cancer. Voilà, on peut continuer à vivre avec un cancer. Extra. Est-ce que tu as en tête quelque chose, un outil, une ressource en particulier qui t'a aidé peut-être pendant tes traitements, pendant les moments durs de traitement, comme tu préfères, pendant les moments de répit, donc en dehors des traitements, des choses qui maintenant t'apportent du bonheur. Ça peut être tout et n'importe quoi, un livre, un podcast, on peut parler des autres podcasts sans aucun problème, tu vois, quelque chose qui t'est précieux et que... Moi, la ressource... Alors, comment dire, la ressource principale, pour moi, c'est l'amour de tes proches, l'amour de mon conjoint, l'amour de mes amis, de ma famille. Ça, c'est ultra important, vraiment. Et je crois que j'aurais pas du tout vécu le cancer de la même manière, tu vois, en étant seule. Est-ce que tu penses à une attention en particulier ? Ouais. Peut-être à l'hôpital. Alors à l'hôpital, j'ai eu des visites, tu vois, de certains de mes amis. Vincent, qui est arrivé un jour, mais c'était trop drôle, il s'est baladé dans tout le service oncologie avec des ballons gigantesques, tu sais, à l'hélium. Donc j'avais ça dans ma chambre, donc c'était assez drôle. J'ai, tu vois, une de mes amies qui, la veille de mes résultats, qui m'a fait livrer un petit déjeuner. Pas à l'hôpital, mais chez moi. Ma sœur, je rentrais de l'hôpital aussi, après avoir passé une bonne semaine, avait fait venir une masseuse. Donc j'ai eu un massage, tu vois, à domicile. Enfin, génial. Et après, ça peut aussi juste être, tu vois, un petit message. Simplement, là, tu as tes résultats bientôt. Enfin, je pense à toi. Des trucs, mais tout bêtes. Et d'ailleurs, qui attendent pas forcément de réponse. Ça peut juste, parfois, moi j'ai reçu des cœurs et je me suis dit, voilà, il a pensé à moi, elle a pensé à moi et ça suffisait, quoi. Juste un cœur. Mais parfois, tu sens qu'il y a des gens qui peuvent être assez mal à l'aise aussi. Et alors, je veux pas du tout, moi, les juger ou les condamner. Parce que tu peux avoir peur d'être maladroit, de pas savoir quoi dire, mais juste, envoyer un petit message ou même une main sur ton épaule et demander de quoi tu as besoin. Enfin, rien que ça. Mais donc voilà, donc là, tu vois, la ressource, ça serait vraiment donc ça. Et puis après, un podcast que j'écoute qui me fait énormément de bien, ça s'appelle Métamorphose. Je sais plus, il y a un petit claim, je crois, éveille ta conscience. Exactement. Et grâce à ça, j'adore. J'ai découvert des nouvelles
thérapie, et des bouquins, et ça m'a permis de cheminer aussi, même spirituellement. Je trouve ça passionnant. Tu me parlais d'un livre aussi. Le livre, c'est le livre de logothérapie que j'ai lu et relu, qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie » de Viktor Frankl, donc qui est psychiatre, et c'est lui qui a développé cette thérapie, puisqu'il a fait les camps de concentration. Il a survécu aux camps de concentration, alors qu'il a perdu sa famille, sa femme, enfants, etc. Et c'est... Enfin, comment dire, c'est un livre qui est formidable de se demander comment tu fais pour trouver donc du sens à des épreuves. Et Dieu sait que c'est dur dans les camps de concentration, mais tu vois, justement, il parle aussi de la solidarité avec les gens, entre eux. Et moi, c'est vraiment mon truc, c'est comment je fais pour trouver de la joie dans mon quotidien, chaque jour, tu vois. Et même, je me dis, en fin de journée, est-ce que j'ai eu de la joie ? Voilà. Donc, tu vois, c'est plus le travail en priorité, mais c'est comment je me sens et d'aller vers la joie. Voilà. Est-ce que il y a quelque chose que tu dirais à ton toi du début de l'aventure, tu vois, quelque chose soit de réconfortant, soit pas, mais un petit message que tu glisserais dans une poche, qu'est-ce que ce serait ? Rien n'est figé. Rien n'est figé. Tu vas pas bien là, à un instant T, t'en fais pas, demain ça ira mieux. Ça, c'est hyper important, je trouve, de se dire que, tu vois, on t'annonce que tu as un cancer, donc là tu te dis, ça y est, en fait, le monde s'écroule, t'es en colère, tu te sens... tu peux te positionner comme une victime aussi même, hein. Et vraiment, moi, je me dirais, c'est qu'est-ce que t'en fais ? Comment tu te responsabilises aussi ? Comment tu sors aussi de ça ? Et surtout, rappelle-toi, la vie, c'est du mouvement. Donc, tu peux être totalement au creux de la vague et puis finalement être sur la vague. Ça ira mieux, en fait. Ça va aller. Ouais. Et pour finir, une petite dernière. Alors, tu t'en as peut-être déjà cité. Est-ce qu'il y a des phrases, des pensées qui t'ont un peu donné de la force ou qui ont un peu changé ta vision des choses ? Je vais te dire une, j'y pensais parce que moi j'en ai une qui m'a beaucoup suivie. C'est les médecins s'occupent de ton corps et toi tu t'occupes de ta tête. Et ça m'avait suivi pendant les moments d'hospitalisation un peu longues où quand on a de la fièvre, des douleurs, etc., on a tendance à... moi, j'étais arrivée vraiment dans ces moments-là en me disant « Ok, il faut que je m'occupe de moi. Moi, il faut juste que je veille à être en forme dans ma tête. » Ça peut... voilà. Est-ce que t'en as une qui peut te venir en tête ? Ouais, je dirais deux choses. C'est fais-toi confiance et fais confiance aussi. Moi j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. Et là, c'est vraiment ça aussi. C'est fais confiance et le fait aussi d'être... Je suis aux manettes de ma vie. Ça, c'est aussi un truc aux commandes, tu vois. Parce que je me suis quand même... tu vas d'examen en examen, etc. Et finalement, je me suis sentie un peu passive au début, tu vois, à subir. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est un truc que je me répète, c'est tu es aux commandes. Mais dans tout maintenant, hein. Est-ce que ça te fait plaisir, ça ? Est-ce que tu as envie de ça ? Est-ce que, même là, tu vois, mon oncologue récemment m'avait dit, mais alors Marie, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah bah, ouais, merci de me demander. Et voilà, je suis aux commandes. Se poser la question. Ouais. Tu daterais à un moment où ça a changé, ça ? Tu saurais dire ? Ça a changé, je dirais, il y a... il y a un an à peu près. Il y a un an. Tu vois, je démarrais mon travail aussi avec la kinésiologue, la fameuse qui est absolument géniale. Et je crois qu'il y a eu ce... Et puis on m'annonçait des nouvelles pas très très bonnes, tu vois, en septembre 2023. Et là, je sais pas. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Quand on m'a annoncé cette mauvaise nouvelle, j'ai eu une sorte d'élan et tu es aux commandes là, en fait. Donc, tu as encore des choses à comprendre, mais c'est toi, là, tu diriges et tu fais équipe avec les médecins aussi. Et ils sont là pour te soigner et comme tu dis, effectivement, toi aussi, moi, je prends énormément soin de moi aujourd'hui.
Mais voilà, je suis aux commandes de ma vie. Super. Merci infiniment, Marie. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Bonne continuation. Je te souhaite beaucoup de très belles choses en 2025. On croise tous les doigts. Et bonne soirée à tous. Merci Camille. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quand revient le printemps. Si vous avez aimé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de partager le podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube pour la version vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.